Tu veux dire un petit mot avant de lancer ou sinon Eric il commence à se présenter, je te laisse. Je pense que vu la qualité des échanges, moi je connais déjà Eric qui est intervenu dans le 74 à notre demande. Je pense que je ne vais pas perdre trop de temps. Je remercie tous ceux qui sont connectés, bien sûr, et je remercie Eric pour sa dispo. Et puis je te laisse la parole. Vas-y. Ça marche. Merci à tous. Et écoutez, alors moi, c'est Éric Liraud. Donc, moi, je suis un ancien de la gendarmerie nationale. J'ai travaillé 26 ans sous l'uniforme. Et puis, en 2006, j'ai quitté la gendarmerie nationale pour diriger un établissement d'enseignement professionnel dans le domaine de l'esthétique cosmétique que j'ai dirigé pendant 13 ans. Et depuis 5 ans maintenant, je suis un intervenant auprès du comité départemental olympique sportif de la Savoie, où je fais des interventions dans le milieu associatif et au CEDOS sur la prévention des violences sexuelles dans le milieu du sport. Donc, je sais que ce soir, c'est un webinaire éthique et intégrité. Donc, moi, je suis un petit peu plus axé sur les violences sexuelles et autres. Effectivement, je suis déjà intervenu à, à plusieurs reprises à la demande de Stéphanie, avec grand plaisir. L'objectif de mon intervention ce soir, c'est dans un premier temps de rappeler un petit peu à tout le monde quelles sont les différentes infractions sexuelles qui peuvent exister, parce qu'il y en a certaines qu'on maîtrise bien, d'autres un petit peu moins bien. Et puis après, d'expliquer un petit peu aux encadrants ou bien aux présidents de club quelles sont les responsabilités qui leur incombent dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, hein. Mais en tous les cas, l'objectif de mon propos, c'est surtout de sensibiliser l'ensemble des intervenants dans ce cadre-là pour que, entre guillemets, on n'ait pas à subir comment dirais-je, des interventions du parquet ou autres pour des choses qu'on aurait pu ignorer ou ne pas avoir fait ce qui nous était demandé, quoi. Voilà, donc ça, c'était ça le plus important. Est-ce que, comment dirais-je, dans mon propos, j'envisage donc dans un premier temps de vous parler exclusivement, de vous définir l'ensemble des infractions sexuelles et puis de rappeler les petites obligations qui sont imposées aux présidents de club et aux intervenants. Est-ce que ce programme euh, convient à tout le monde ou est-ce que vous pensez tout maîtriser et que je peux passer à autre chose? Que tu veux faire un petit rappel C'est parce qu'il y a pas mal de référents éthiques, là, intégrité. Ouais. Donc, de toute façon, je vais passer assez vite, comme derrière, tout le monde aura le PowerPoint de ce que je vais dire. Ça sera important quand même de pouvoir en discuter un petit peu. Donc, je voudrais simplement donc rappeler sur les violences sexuelles. Le viol, je pense que tout le monde maîtrise, tout le monde connaît. Les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, l'exhibition sexuelle, le voyeurisme, tout ça, tout le monde connaît. Le bizutage, je pense que dans le milieu du sport, on connaît aussi. Par rapport à l'intervention de l'avocat qui était fait en décembre, je voudrais juste rappeler ce que c'est que le happy slapping. Donc ça, c'est quand il y a des infractions sexuelles qui sont commises et qui sont enregistrées et diffusées après sur les réseaux sociaux. Et éventuellement, il ne faut pas oublier également les propos sexistes qui existent de plus en plus et qui peuvent être répréhensibles dès lors que la personne qui aura subi des propos sexistes s'en plaindra et qu'elle déposera plainte. Voilà, sur le PowerPoint que j'ai fait, vous trouverez les définitions de toutes ces infractions à caractère sexuel, avec l'exhibitionnisme, le voyeurisme et puis l'outrage sexiste. Il y a une définition qui est très précise. Ça me paraît important que tout le monde connaisse la définition pour savoir se regarder soi-même, se dire est-ce que tiens, moi il m'arrive d'en tenir ou pas ou autre, et de savoir un petit peu comment ça se décompose et comment on peut les identifier. Une chose qui est importante également à connaître, c'est savoir
dans des affaires similaires, quelles sont les personnes qui peuvent être impliquées dans ces faits-là. Donc, il n'y a pas forcément que l'auteur et la victime, hein. Il peut y avoir des témoins, il peut y avoir des complices, il peut y avoir des co-auteurs. Et par exemple, un exemple que je donne assez souvent et qui parfois peut heurter les gens, si vous êtes président d'une association, que vous mettez une salle de votre association à disposition de jeunes et que dans le courant de la soirée, il se passe des faits un petit peu particuliers ou en tous les cas répréhensibles, votre responsabilité pourrait être engagée si vous, à l'avance, vous n'avez pas pris les précautions nécessaires de demander aux occupants de respecter les règles de vie en communauté à respecter ou autre. Sachez que il existe des circonstances aggravantes dans le cas d'affaires d'agression sexuelle, et notamment une circonstance aggravante. Par exemple, si vous êtes un encadrant ou que vous êtes coach de sport, que vous commettez une agression sexuelle, le fait que vous ayez, comment dirais-je, autorité sur le jeune homme ou la jeune fille que vous avez agressé, c'est une circonstance aggravante. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut savoir prendre en compte. Et le fait de savoir également quelque chose et de ne pas l'avoir dénoncé, c'est quelque chose qui peut vous être également reproché. Donc il faut penser un petit peu à tout ça. Une question qu'on me pose régulièrement, c'est quelles sont les personnes compétentes pour sanctionner les différents comportements? Alors, quand on a affaire à une infraction pénale, ça sera le procureur de la République qui donnera suite ou pas à la plainte ou aux faits qui ont été dénoncés. Il peut y avoir une infraction administrative, et là, c'est le préfet du département qui réglera le problème. Et puis, il peut y avoir des infractions disciplinaires, et là, c'est le président de l'association qui pourra sanctionner les personnes dès lors, bien sûr, qu'il y aura eu un règlement intérieur ou un règlement qui aura été établi prévoyant un certain nombre de règles à respecter et en cas d'infraction à ces règles, une sanction disciplinaire peut être décidée à l'encontre de la personne qui aura commis cette infraction-là. Est-ce que dans tout ça, ça va un peu trop vite? Est-ce qu'il faut que je revienne sur certaines choses ou est-ce que je peux commencer à aborder un petit peu les choses plus précises sur devoirs et obligations des présidents ou encadrants? C'est tout bon. Oui, c'est C'est bon. tout bon? Merci. C'est parfait, ça roule. Alors, je vais juste rappeler, comme l'avait déjà fait l'avocat au mois de décembre, là, par rapport au PowerPoint qu'il avait établi. En tant que dirigeant et encadrant, vous avez des obligations à respecter. Et l'une des premières obligations, bah, c'est l'obligation que tout le monde connaît, par exemple. C'est pas parce que vous êtes président de l'ASSOS que vous ne l'avez pas. C'est l'obligation de porter secours s'il y avait quelque chose ou des faits qui se présentaient. Vous avez l'obligation de dénoncer des faits, c'est-à-dire que c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Là encore, vous aurez la définition de cet article-là dans le PowerPoint que vous recevrez. Toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Donc ça, vous avez l'obligation de dénoncer des faits qui vous seraient proposés. Et vous avez encore une autre obligation, là, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, c'est en tant que président de club. Il est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de salariés au sein de l'association. Et dès lors que vous avez des salariés et que vous êtes le président d'un club, ben, vous devez respecter l'article L6321-1 du Code du travail, c'est-à-dire que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Ça veut dire qu'il doit leur donner les moyens d'être en capacité de pouvoir réaliser les missions qui leur sont confiées. En gros, ça veut dire que il est obligé de former ses personnels pour être les plus aptes à même à gérer et traiter les problèmes qu'ils ont au quotidien. Ça va être intéressant pour la suite des choses que je vais vous donner par la suite. En tant que président, vous avez la responsabilité, entre guillemets, de tout ce qui se passe au sein de votre association. Même si c'est pas vous qui allez toujours tout traiter, il y a des petites assos, il y en a des plus grandes qui sont structurées ou autres.
Mais vous avez, s'il y a un manquement de quelqu'un qui est responsable dans un domaine ou dans un autre, qui oublie quelque chose, malheureusement, celui qui en sera responsable, ce sera le président du club. Les règles très importantes à respecter et auxquelles vous ne devez pas déroger, ben, dans un premier temps, c'est le contrôle de l'honorabilité des professionnels et des bénévoles qui évoluent au sein de votre association sportive. Donc ça, généralement, les gens maîtrisent plutôt bien. Tous ceux qui sont diplômés et autres, il y a un contrôle qui est réalisé systématiquement et régulièrement. Mais souvent, on oublie des fois les bénévoles qui interviennent auprès des jeunes. Et en fonction de leur mission, il est important que l'honorabilité de ces gens-là soit contrôlée auprès du département. Les choses auxquelles aussi il faut penser, c'est que souvent, vous avez un site internet et vous avez souvent aussi comment dirais-je, des photos qui sont régulièrement prises et insérées sur le site. Il faut pas oublier que le droit à l'image des membres de l'association sportive pour les photos sur le site ou internet ou autre, il faut bien demander l'autorisation à l'ensemble des personnes qui figureront sur les photos qui seront inséré sur le site ou bien mis sur les réseaux sociaux, il faudra bien vous assurer d'avoir l'autorisation des personnes qui sont concernées. Euh, Dans le cadre des déplacements lors des compétitions sportives, il y a, comment dirais-je, à prendre en compte les problèmes qui peuvent être liés au transport et à l'hébergement des encadrants ou des sportifs ou des bénévoles lors des déplacements. Donc, en tant que président de club, vous n'avez aucun pouvoir coercitif et vous n'avez pas la possibilité de demander à des gens s'ils sont titulaires du permis de conduire ou autre. Mais vous avez la possibilité de faire remplir des petits imprimés à des personnes qui sont amenées régulièrement à transporter des jeunes d'une équipe pour les emmener à droite, à gauche, de leur faire signer un document comme quoi ils sont effectivement titulaires d'un permis de conduire, qu'ils ont mis à jour leur assurance et qu'ils sont en capacité de pouvoir transporter des personnes autres que leur famille et qu'ils s'engagent éventuellement à prévenir le club si d'aventure un jour ils avaient une suspension du permis de conduire parce qu'il y avait plus de points ou qu'il y a eu une infraction grave qui a été commise. Voilà, donc ça c'est des petits systèmes qu'il faut connaître. Vous n'avez pas le droit de demander aux gens s'ils ont le permis, mais vous pouvez leur faire remplir une fiche en début d'année, lors du début de saison, pour leur faire remplir tous ces renseignements-là. Est-ce que par rapport à tout ce que je viens de dire, ça amène à des réactions ou des questions particulières? Moi, je voulais juste vous demander, du coup, on n'a pas le droit de leur demander en vrai leur permis de conduire, mais on le détourne en faisant signer un papier qui disent qu'ils l'ont bien, c'est ça? Et ça, voilà, Ok. exactement. C'est-à-dire que c'est à vous de programmer comment dirais-je, un petit questionnaire dès lors Mm, que vous savez que vous allez avoir besoin de solliciter des parents de jeunes sportifs pour les déplacements. Vous faites établir un document et puis là, vous demandez simplement à la personne de répondre. Donc là, vous ne lui demandez pas si elle a le permis, mais je suis titulaire du permis de conduire, mm, oui, mm, je m'engage à prévenir comme ça, même si à un moment donné, un jour ou un autre, il conduit quelqu'un, puis il avait une suspension de permis de conduire, il vous l'a pas dit, mais vous avez pris soin de le solliciter, de le renseigner là-dessus. ouais. Après, s'il l'a pas fait, ben, on pourra pas vous reprocher. De toute façon, vous n'avez pas la possibilité de lui demander son permis. Mais en revanche, vous pouvez lui demander de remplir un questionnaire, de répondre à un Mm, questionnaire. très bien, merci. Alors, est-ce que c'est la même chose aussi pour la responsabilité civile? Alors, dans quel cas, dites-moi voir pour la responsabilité civile. Ben, les assurances? Alors là, l'assurance, là, faut qu'ils vous disent, pareil, vous pouvez pas demander l'assurance. Oui. Donc c'est là, pour ça, mon véhicule est bien assuré auprès de telle compagnie, et j'ai fait une extension de garantie pour les personnes autres que de ma famille. Voilà. Et pour en cas d'accident, effectivement, les dommages corporels. Voilà, c'est ça, tout à fait. Exactement. OK. Mm. Donc ça, c'est pareil, vous le sensibilisez là-dessus,
mais vous ne pourrez pas lui demander en tant que président, vous ne Ok. pourrez pas lui demander son attestation et puis aller vérifier, vous, auprès de la compagnie d'assurance, parce que vous n'en avez pas les pouvoirs. Donc, mais vous pouvez le sensibiliser. Quand il va remplir le questionnaire, il va se dire, bah, tiens, je me suis engagé à. Après, s'il n'a pas respecté, c'est pas de votre faute. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous parlez effectivement du document d'honorabilité, est-ce Oui. que vous incluez le casier judiciaire dedans? Alors, c'est pas, là, c'est pareil, c'est pas de votre ressort. C'est-à-dire Oui, que les contrôles d'honorabilité, c'est vous qui transmettez à l'autorité administrative en la personne du référent technique de l'unité prévention et d'accompagnement et réglementation pratique sportive au niveau du département, où vous allez communiquer les renseignements d'identité des personnes. Eux, ils vont faire le contrôle administratif qui est nécessaire à toutes les personnes qui travaillent, encadrent ou bien accompagnent des jeunes sportifs au sein des associations. Et à l'issue du contrôle, ils vont pas vous dire il a fait ci ou ça, ils vont vous dire il a le droit d'être au sein de l'association et au contact des jeunes, ou au contraire, il va vous dire il n'a pas le droit, donc cette personne ne doit plus mettre les pieds au sein de votre assoce, sans très pour bien. autant vous dire il a fait tel ou tel truc. C'est D'accord. la raison pour laquelle on passe par la préfecture, parce que le président ou n'importe quel coach ne peut pas faire lui-même le contrôle. Bien, merci. Voilà. Mais si, par exemple, d'aventure, il se passe quelque chose et on s'aperçoit que la personne était, entre guillemets, interdite d'être en contact avec des jeunes et que le contrôle préalable n'a pas été effectué, c'est le président de l'association qui est responsable. Et en conséquence, il devient complice des infractions qui ont été commises envers les jeunes. Et dans le cas où effectivement le contrôle a été fait au niveau préfecture, qui intervient si la Alors, personne n'est pas solvable? alors, pardon, je sais pas bien, répétez-moi votre observation. Si la personne a un problème justement, et à ce moment-là que c'est dénoncé avec la fiche d'honorabilité, qui Oui. intervient? Comment? Le président, au regard il va recevoir un courrier qui va dire que cette personne n'a pas le droit d'être mise en contact avec des jeunes. Le D'accord. président, il va au contact de OK. cette personne, il va lui dire, voilà, j'ai eu une mesure administrative qui dit que vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, j'allais dire, le président, il est mis hors de cause. Si la personne n'est pas d'accord avec ce qu'on lui dit, c'est pas envers le président du club qui va se retourner, mais c'est envers l'autorité administrative. Selon D'accord. lui, s'il estime que c'est abusif, c'est auprès de l'autorité administrative qui va se retourner. Merci. Voilà. Ce qui est surtout important, c'est d'éviter, comme on le connaît. Alors, je ne sais pas si je vais oser le parallèle avec ce qui se passe du côté de Pau euh, avec l'école. Mais ce qui est toujours dramatique à entendre, c'est quand il se passe des faits avérés et que quand la partie immergée de l'iceberg est découverte, on s'aperçoit que les faits duraient depuis je ne sais combien de temps et qu'il y avait je ne sais combien de personnes qui étaient au courant. C'est ça qui est dramatique, parce que ce sont des affaires qui sont tellement, comment dirais-je, qui engendrent tellement de dégâts psychologiques et autres que c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Et il faut vraiment que tout le monde soit sensibilisé à ça et que chacun fasse bien son travail pour éviter que les mailles du filet soient les plus fines possibles et que un pervers, entre guillemets, ou en tous les cas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui puisse être empêché de nuire auprès des jeunes. Alain, tu voulais poser une question. Oui, je voulais poser la question par rapport à l'honorabilité. Euh, on parle bien l'honorabilité côté professionnel, c'est-à-dire ceux qui ont un diplôme d'État, mais on a aussi des bénévoles qui signent cette feuille d'honorabilité. Et alors là, comment on fait pour la transmettre aux autorités? Est-ce qu'il y a parce qu'en fait, on se contente juste de lire comme quoi il a signé, quoi, mais c'est tout. Non, en fait, les bénévoles, alors il me semble il y a deux catégories de bénévoles. Il y a les bénévoles qui sont licenciés au sein de l'association sportive et qui ont des fonctions d'accompagnement
notamment lors des déplacements sportifs ou autres. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont quand même très régulièrement au contact des jeunes. Ils font l'objet du même contrôle administratif que les salariés. Donc, quand vous faites remplir votre fiche administrative, vous devez la transmettre à la préfecture pour qu'il y ait un contrôle administratif qui soit réalisé. Et si vous n'avez pas de retour de la préfecture, ça veut dire que cette personne-là n'a aucune contre-indication à être au contact des jeunes. Si au contraire il y a quelque chose, vous recevrez un document du préfet qui vous dira que telle personne n'a pas le droit d'être au contact des jeunes. Alors nous, ça passe par la Fédération française, hein. Oui, oui, il n'y a pas de C'est souci. dans le Après, logiciel, c'est la Fédération voilà, française. souvent. Mais ce à quoi il faut veiller, c'est que souvent pour les professionnels, entre guillemets, en tous les cas les salariés, notamment tous ceux qui sont, comment dirais-je, coachs sportifs et compagnie et Oui, autres, qui ont une carte voilà, professionnelle. ils ont une carte professionnelle et puis même le contrôle, il est régulier, hein. Il me semble que c'est tous les 2 ans, mais j'en suis pas sûr. Mais régulièrement, c'est remis à jour et remis au goût du jour pour éviter justement des choses comme ça. Mais des bénévoles qui sont régulièrement en contact des jeunes, ils font l'objet des mêmes contrôles que les professionnels parce que souvent, il est arrivé parfois que des bénévoles profitant du fait que ce n'étaient pas des professionnels, échappaient au contrôle et pouvaient se retrouver au contact de jeunes alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation de l'être. De toute façon, au pire, il y a un moment donné, il vaut mieux prêcher par excès que par défaut. C'est-à-dire que si vous, par mégarde, vous envoyez les coordonnées d'une personne qui est, comment dirais-je, au contact des jeunes à la préfecture et puis que elle ne doit pas faire l'objet du contrôle de l'honorabilité, le document vous sera retourné en disant voilà, cette personne-là n'a pas besoin d'être contrôlée, donc il n'y a pas de souci. Dans ces domaines-là, je pense que des fois, il vaut mieux prêcher par excès que par défaut. Pareil, la fédération, je pense que si vous passez directement par la fédération, eux, ils maîtrisent quand même parfaitement bien la chose et ça, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Est-ce que chacun connaît, par exemple, vous savez que au sein de chaque département, vous avez un référent sur les violences sexuelles. Est-ce que tout le monde connaît son référent administratif? Pas du tout. Pas Non. du tout. Voilà. Même moi, je connais pas tous ceux de toute la région, donc Ça, c'est super important parce que c'est une personne, en tous les cas, qui, elle, maîtrise super bien le sujet. Et au pire, à un moment donné, je pense que les présidents, ils devraient le connaître parce que un petit mail ou un petit coup de téléphone, allô, voilà, je suis le président de telle association, j'ai un doute sur ci, sur ça, hop, il va vous dire. En avant, on fait ci, on fait ça et en avant. Vous savez pas comment faire, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc, j'allais dire, administrativement parlant, vous devez impérativement vous blinder là-dessus et votre principale interrogation au quotidien quand vous venez dans la sauce, c'est de veiller à ce que les contrôles, comment dirais-je, les contrôles d'honorabilité soient réalisés. juste pour compléter, Eric, effectivement, donc il faut avoir du lien avec les SDJES et les personnes enfin, qui contrôlent administrativement. Mais nous, on a eu le cas, tu vois, quelqu'un qui savait par hasard que cette personne ne pouvait pas être au contact de mineurs. Ouais. Et donc, en fait, on a contacté cette personne qui a regardé, qui nous a dit qu'effectivement, oui, sauf que, elle pouvait pas alerter parce qu'il n'y avait pas de motif de comment l'information a été remontée. Et donc, pour compléter un peu sur l'honorabilité, je vous ai mis en pièce jointe dans le chat, il y a une différence entre le contrôle de l'honorabilité et l'attestation d'honorabilité. Aujourd'hui, le contrôle d'honorabilité, comme il a été dit, c'est sur les dirigeants de l'association, donc bien président, trésorier, secrétaire, pas l'ensemble des dirigeants. Tous ceux qui ont des cartes professionnelles et qui sont éducateurs et arbitres. Mais c'est vrai et pas vrai parce que, en fait, par exemple, les arbitres, ils passent. Enfin, il faut qu'ils soient formés. Les arbitres, s'ils sont juste arbitres club, non.
Et les bénévoles, ça dépend ce qui a été coché sur Gestand. Et ensuite, après, c'est l'attestation d'honorabilité. Donc là, ils attestent comme quoi que effectivement, c'est sur l'honneur. Et après, sur ces personnes-là, il peut y avoir des contrôles aléatoires. Mais potentiellement, le aléatoire peut faire passer dans le FIGES que des personnes qui n'ont pas de soucis et les personnes qui ont des soucis, pas passer dans le contrôle aléatoire. Donc, on sait, on identifie quand même malgré tout quelques trous dans la raquette. L'idée, voilà, c'est de voir comment, au fur et à mesure, la fédération va pouvoir enlever, enfin, ou réduire ce trou dans la raquette. Bien sûr, ouais. OK. Plus de questions sur le contrôle de l'honorabilité? Parfait, C'est bon. ça marche. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes obligations, les responsabilités et puis les obligations, entre guillemets, des présidents de club, si j'insiste là-dessus, c'est que pour qu'un président ne puisse pas être inquiété administrativement parlant ou pénalement parlant, faut qu'il effectue toutes les mesures qui lui sont imposées. Ça ne veut pas dire que le risque zéro, ça ne veut pas dire que en ayant fait tout ça, il se passera jamais rien au sein de son association, mais ça veut dire que s'il se passe quelque chose, lui, il aura pris les mesures nécessaires pour que l'ensemble tourne au sein de son assos, et ce qui n'empêche pas qu'un problème puisse arriver. Mais au moins, il aura pris toutes les précautions nécessaires et que veut l'usage pour qu'il ne soit pas embêté là-dessus. Bon, maintenant, on part du principe que tout est mis en place, tout fonctionne bien, on a fait les contrôles de l'honorabilité et tout ça. Et puis, malgré tout, comment dirais-je, il m'arrive de rencontrer parfois de rencontrer des coachs ou des encadrants qui, eux, ont plus peur, entre guillemets, d'être victimes de dénonciations calomnieuses ou autres, ou de prise des photos et puis balancées et jetées en pâture dans les réseaux sociaux avec des mauvaises choses. Donc, ces affaires-là, c'est important de pouvoir en parler et il faut savoir, tout à l'heure, je vous parlais de l'obligation de permettre aux encadrants de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il existe des formations maintenant qui peuvent permettre d'assimiler et de maîtriser un petit peu mieux le cheminement des problèmes des agressions sexuelles. Et c'est important de savoir un petit peu maintenant s'il se passe quelque chose au sein de mon association, qu'est-ce que je fais, comment dois-je réagir, et puis vers qui je vais me retourner pour régler le problème. D'accord? Et ça, souvent, c'est la grande question, quoi, hein. Voilà. Si vous allez sur le site de la fédération de handball, vous allez certainement avoir des choses qui sont très très bien établies, mais souvent ce sont des pages interminables à lire. Et puis concrètement, on ne sait pas toujours comment on peut réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est sensible ou pas. Est-ce que j'ai le droit d'en parler, à qui je dois en parler, et est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Donc, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il y a une association qui est déjà mise en place depuis très très longtemps, qui est l'association de Colosses au pied d'argile, qui existe depuis très longtemps, qui intervient de plus en plus auprès des associations sportives. Et cette association-là, elle a mis en place des formations et des modules d'intervention en cas de problème, comment réagir, comment faire, comment se comporter, comment dire, voilà. Et vous avez donc des choses qui peuvent vous aider. Donc, j'ai fait joindre dans le mail que j'ai transmis à Chloé, comment dirais-je, je vais essayer de vous le retrouver. C'est le guide des encadrants qui a été réalisé par l'association Colosse au pied d'argile. Et dans ce guide des encadrants, il y a les 11 commandements et qui va donner, entre guillemets, tant aux encadrants qu'aux coachs et autres, des comportements à adopter vis-à-vis des jeunes et puis comment réagir si toutefois
on avait un doute sur le comportement de quelqu'un ou comment réagir si quelqu'un vient spontanément vers vous pour vous dénoncer des faits d'agression sexuelle. Donc ça, c'est un document qui me paraît très, très important. Voilà, très bien, parfait. Il est super bien ce document. Il est très, très bien fait et il donne pas mal d'informations sur les comportements à adopter et comment je fais, qu'est-ce que je dois faire et compagnie. Moi, je vais vous donner quelques petits trucs qu'on a, nous, enquêteurs, quand on travaille sur des domaines comme ça. Sachez qu'une victime d'agression sexuelle, c'est extrêmement rare que naturellement, spontanément, elle aille dire ce qui lui est arrivé. Donc, si jamais un jour ça vous arrive, surtout, surtout, ne la renvoyez pas. Contentez-vous de l'écouter, de ne pas la juger, de ne pas la couper, même si elle vous dit que les faits ont été commis par telle personne et que selon vous, c'est pas possible que cette personne-là ait pu faire. Écoutez-la, faites-lui confiance, prenez soin d'elle, et puis après, accompagnez-la auprès des personnes qui vont pouvoir, qui sont des professionnels dans ce domaine-là et qui vont pouvoir la prendre en compte et puis recueillir sa parole dans de bonnes conditions. D'accord? Ne rejetez jamais une personne qui vient vous faire part de ça parce que c'est une grande marque de confiance si elle le fait déjà. Et d'autre part, c'est tellement dur pour les personnes de victimes sexuelles de parler de ce qui leur est arrivé que quand ça arrive, surtout, surtout, ne la découragez pas. D'accord? Ensuite, comment dirais-je, il faudra mettre en action pas mal de choses et je pense que ce qui pourrait être intéressant au sein de chaque association sportive, c'est que, entre guillemets, un organigramme des responsabilités soit établi. Et ce qui est super bien, c'est de mettre en place un référent ou une référente atteinte intégrité physique ou atteinte sexuelle ou autre, de manière à ce que au sein de votre assos, dès qu'il se passe un fait un petit peu litigieux ou autre, que vous puissiez en parler toujours à la même personne et que cette personne-là soit capable de rassembler un petit peu tout le temps les éléments. Et puis au bout d'un moment, si au bout d'un mois, il y a 2 ou 3 coachs qui viennent dire la même chose concernant une personne, un jeune, un parent ou autre sur un comportement déviant ou autre, ben, ça vous permet un petit peu d'avoir des éléments et puis de prendre en compte le problème et éventuellement de le traiter avant que des faits graves se réalisent. Là encore, l'association Colosse au pied d'argile fait des formations pour les référents violences sexuelles au sein des associations. Je pense qu'au sein d'une assoce aussi grande ou petite soit-elle, dès lors que vous mettez en place des conduites à tenir, ou en tous les cas un petit organigramme qui fait que ce problème-là est pris en compte, une personne qui a des mauvaises intentions et qui peut voir par exemple sur un tableau d'affichage que au sein de l'association, ben, tel coach ou telle animatrice ou tel responsable est référent violence sexuelle au sein de l'association, il va se dire, tiens, c'est une assoce qui gère le problème, ils font attention à tout ça et peut-être que ça pourra peut-être lui donner, lui mettre un peu de plomb dans la tête et de se dire, c'est peut-être pas ici qu'il faudra que je sois malveillant ou autre. Donc, je pense que la mise en place d'un référent ou d'une référente violence sexuelle ou violence en tout genre, hein, je sais que Stéphanie, tu m'avais fait part du fait des problèmes de comportement des parents lors des matchs ou des choses comme ça, ou autres, ou des agressions verbales ou autres envers les arbitres. Qu'il y ait un référent dans ce domaine-là, c'est plutôt pas mal et que tout le monde puisse se sentir concerné, ça, c'est quand même plutôt une chose intéressante.
un président qui fait attention à ça et qui passe voir les propos sexistes, par exemple, chez un coup, j'avais dû donner un petit peu l'affaire, j'en avais parlé à Stéphanie, un coup, j'étais allé voir un président d'association, je parlais des propos sexistes. Et lui, il me disait, ben, l'autre jour, j'avais mis ma fille, elle faisait de la gymnastique rythmique. Et quand il est allé la chercher, il avait entendu les propos un peu graveleux du coach. Et le fait de lui avoir dit ça, il m'a dit, tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'aille voir celui qui donne les cours de gym à ma fille, parce qu'effectivement, l'autre jour, il avait des propos qui n'étaient pas trop. Et vous voyez, ça, c'est des choses qui permettent d'atténuer les tensions qu'il peut y avoir et éviter que les gens se lâchent un petit peu trop au sein et surtout en compagnie de jeunes gens, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Donc, c'est super important, je pense. C'est pareil, il y a des campagnes d'affichage qui ont été réalisées par les différentes fédérations et avec des sensibilisations ou autres. N'hésitez pas, même si une affiche, c'est pas grand-chose, mais de placarder les affiches sur contre la violence, contre les violences sexuelles ou autres, c'est quand même bien d'en faire état, de faire en sorte que tous ceux qui viennent au sein de votre association sportive sachent que chez vous, dans vos locaux et au sein de votre association, vous êtes sensible à ça et que tout comportement déviant sera très vite repéré et signalé. Et ça, c'est super important. Est-ce qu'au sein de vos associations, il y en a est-ce que vous avez déjà mis des affichages en place ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez des flyers de la Fédé ou du ministère chargé des sports que vous avez mis en place sur cette thématique-là? Oui, nous, on a des affiches de la Fédé, en fait. Sachez que j'interviens dans d'autres fédérations, mais celle qui me sollicite le plus, c'est la fédération de hand. Vraiment, vous êtes une fédération vraiment très, très active. Alors, vous avez Madame Béatrice Barbus qui, au sein de la Fédé, a un rôle vraiment prépondérant, mais je reconnais que au sein des fédérations de hand, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie, que je maîtrise le plus, j'ai un accueil toujours particulièrement chaleureux. Alors, c'est pas que ça me fasse plaisir, mais à chaque fois que j'interviens, je vois que l'ensemble des personnes qui sont intégrées au dispositif sont vraiment, comment dirais-je, très intéressées et puis mettent en place plein de choses pour éradiquer le problème. Et ça, c'est vraiment très réconfortant. Donc ça, chapeau à la Fédération de handball. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait intervenir Colosse au pied d'argile au sein de leur association? Oui. Oui, moi. Ouais. Alors, c'est déjà bien qu'ils viennent parce que malheureusement, ils sont énormément sollicités maintenant et c'est vraiment devenu l'association qui est privilégiée pour l'ensemble des fédérations sportives. Mais c'est vrai qu'ils ont mis en place des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et quand on regarde tout ce qu'ils ont pu mettre en place, je peux vous dire que dans tout ce qu'ils mettent en place, vous pouvez déjà répondre à un certain nombre de questions ou problématiques que vous pouvez vous poser au sein des associations sportives, quoi. Donc, n'hésitez pas, Colosse au pied d'argile, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, y compris si vous voulez envoyer des personnes en formation, que ce soit pour comment s'adresser aux jeunes, que ce soit pour, comment dirais-je, réagir s'il se passe quelque chose ou autre, et notamment pour les référents. Et ça, je pense que le référent, n'hésitez pas à en mettre un en place parce que ça me paraît vraiment quelque chose de très, très intéressant. Nous, le Question à poser comité, sur... Oui, non, le CD43, en balle, on avait fait une réunion avec Colosse Pied d'Argile. oui. Il n'y a pas eu énormément de monde, malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est dû parce que, je sais pas, la Haute-Loire, on n'est peut-être pas forcément bien sensibilisé à ce genre de choses, mais une petite déception sur la mobilisation des clubs, en fait. Ouais.
Ça reste la problématique, mais c'est vrai que, vous savez, le jour où, je le souhaite jamais, hein, mais en Haute-Savoie, il n'y a pas très longtemps, il y a un président de club de football qui a été incarcéré pour des faits de violence sexuelle sur une jeune de son club, quoi. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres, Oui. ça n'arrive pas qu'à l'autre bout du monde. Malheureusement, les violences sexuelles dans le milieu du sport, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui est encore trop fréquent. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, je pense que faites le tour autour de vous et de ceux qui vous entourent et un jour sollicitez-les de la manière suivante. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance ou entendu parler d'une affaire d'agression sexuelle proche de vous, dans une association sportive ou autre? Vous allez voir que tout le monde va pouvoir vous sortir un cas bien précis. Et je pense que c'est quelque chose autour duquel il faut pas passer à travers. Ah oui, c'est sûr. C'est une très belle association, Colosse-Pied d'Argile, hein. Ah oui, 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 c'est sûr. Puis quand on connaît l'histoire Oui. qui a causé le problème, quoi, hein, c'est sûr que c'est d'autant plus. Voilà. Lors de l'intervention de l'avocat du mois de décembre, là, il vous avait donné, vous avez au niveau de la Fédération de hand une procédure de gestion des signalements. Hein, là encore, à Chloé, je t'ai transmis à nouveau le document qui a été établi par la Fédération de hand. Le problème, c'est que quand vous voyez ça, c'est un petit peu un labyrinthe et on ne sait pas toujours par quelle boule prendre. Hein, donc, c'est pas toujours évident. Mais rappelez-vous, je vais vous donner comment dirais-je, un modus vivendi pour des enquêteurs, entre guillemets. Si un jour on vous parle ou on vient s'épancher auprès de vous pour vous signaler un problème réel ou supposé. Réel, ça va être assez facile à traiter. On vous dénonce des faits bien particuliers. Il y a deux personnes qui sont mises en cause, une est victime, l'autre est auteur et compagnie. Vous avez l'obligation de dénoncer, le problème est résolu. Par contre, je dénonce à qui? Voilà, c'est qui est-ce que je préviens en premier? La première des choses que vous devez faire dans un dossier comme celui-là, la première personne à qui vous devez prendre soin, c'est de la victime. D'accord? Si l'auteur, vous l'avez pas tout de suite, vous l'avez pas empêché de continuer de travailler tout de suite ou autre, c'est pas grave. Le plus important, c'est vous avez une victime qui vient vous dénoncer des faits, vous vous occupez d'elle, vous l'écoutez, vous la mettez après dans les mains de personnes qui vont pouvoir l'aider à poursuivre les démarches et psychologiques et judiciaires pour traiter le problème. Alors, quand je vous ai dit ça, c'est des belles phrases, mais la réalité, c'est je fais comment? Donc, si vous ne savez pas trop, il existe des associations euh, en dehors de Colosse au pied d'argile. Je vais essayer de retourner sur mon petit toc. Et vous avez la voix de l'enfant, vous avez les papillons, vous avez l'enfant bleu. C'est des associations qui ont au sein de leur équipe des psychologues qui vont pouvoir accompagner la personne victime de cette agression et qui vont accompagner cette personne pour l'ensemble des démarches qu'elle a à réaliser tout au long du parcours, quoi. Donc, si vous ne savez pas comment vous y prendre, faites-vous aider par des professionnels de l'accompagnement. D'accord? Et parallèlement à ça, vous dénoncez les faits auprès du référent administratif au niveau de la préfecture, voire auprès du procureur de la République si les faits sont délictuels ou criminels pour qu'une enquête judiciaire puisse être établie. D'accord? Mais vous devez d'abord prendre soin de la victime. Le plus important dans le dossier, c'est la victime. Puis après, à vous de traiter en interne qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Ça sera toujours problématique, mais bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Les cas les plus litigieux, on m'a dit que, il semblerait que,
j'ai entendu dire que, et on. Alors, quand j'étais plus jeune, on me disait on, c'est un con, mais comment dirais-je, si on vous rapporte quelque chose, pour avoir un petit peu plus de crédit sur ce qu'on vous dit, et pour être sûr que la personne qui vous dénonce quelque chose a de bonnes intentions, n'hésitez pas à demander un écrit. D'accord? Quelqu'un vient vous voir, tiens, on m'a dit que un tel là, tiens, ton coach là l'autre jour avec une telle, il aurait fait ci, fait ça avec un tel. Fais-moi un mail, fais-moi un petit écrit là-dessus, de manière à ce que ce ne soit pas des paroles qui s'envolent, parce que si un jour vous allez voir l'autre et vous allez vous dire, mais c'est un tel qui m'a dit ça, puis quand vous allez retourner le voir l'autre, il va dire, attends, mais moi j'ai jamais dit ça. Demandez un écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent et vous avez une base de travail. Après, vous y portez du crédit ou pas, mais après, rien ne vous interdit de vous intéresser un peu plus près des personnes qui seraient potentiellement mises en cause. Renseignez-vous sur comment évolue. Et pareil, dans un dossier, quand vous avez des choses qui vous sont rapportées et qu'on met en cause une personne, il y a forcément des victimes. Intéressez-vous d'abord aux victimes, puis après potentiellement à l'auteur. Si on vous dit qu'un tel aurait fait des attouchements sur tel ou tel jeune, renseignez-vous sur la jeune fille. Est-ce qu'elle a changé de comportement? Est-ce qu'elle vient toujours au cours, aux entraînements et des choses comme ça? Donc, ouais, s'il y a eu un changement de comportement, c'est qu'il y a effectivement eu quelque chose. Si les choses roulent normalement et compagnie, n'hésitez pas à voir les parents de temps en temps, dire comment ça se passe avec votre fille au sein de la sauce, avec votre garçon, est-ce qu'il est content, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il vous a fait part de choses particulières? Voilà, c'est des petites questions que vous pouvez poser. Simplement, vous essayez de savoir comment ça se passe au sein de votre assos et si tout le monde est satisfait de la manière dont les cours sont dispensés, les entraînements, les choses comme ça et autres. Voilà. Mais ne vous substituez pas, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire des enquêtes judiciaires, vous n'avez pas de pouvoir coercitif, mais vous pouvez regarder, vous pouvez écouter et puis être sensibilisé sur telle ou telle chose. Et après, quand vous avez le sentiment que les choses deviennent un peu plus graves que ce que voudraient les us et coutumes, eh ben, vous pouvez signaler les problèmes à l'adresse de Signal Sport, sport.gouv.fr. Hein. Vous avez un doute sur quelque chose, on vous dit c'est passé tel truc, mais vous ne savez pas comment traiter, vous faites un signalement, vous envoyez ça au ministère chargé des sports, et puis eux, ils vont faire l'enquête, entre guillemets, que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que ça vous pose souci? L'approche est compliquée, hein. L'approche est compliquée. Alors, moi, je vais... on parle pas de délation, c'est-à-dire que dès lors où vous avez un doute, d'accord, vous avez vos idées à vous, vous connaissez un petit peu peut-être les personnes qui vous entourent, et puis les faits qui vous sont rapportés vous paraissent quand même peut-être un petit peu, même si vous n'en avez pas la certitude, si par hasard ils étaient avérés, ça serait un comportement à dénoncer. Eh ben, quand je vous disais tout à l'heure que il valait mieux prêcher par excès que par défaut pour le contrôle de l'honorabilité, je pense que pour le signalement, c'est exactement pareil. Parce que faire un signalement, c'est pas dire un tel a fait telle ou telle chose, c'est dire il m'a été rapporté que, ou il semblerait que, ce qui pourrait engendrer telle ou telle chose. Et ben après, les gens vont faire une enquête administrative. Il n'y a rien, ben, il n'y a pas de suite. Et au contraire, vous avez signalé quelque chose et après, comment dirais-je, plusieurs éléments qui ont été cueillis à droite, à gauche, il s'avère que finalement, vous avez bien fait de faire le signalement. Donc, faut pas prendre ça comme de la délation. Alors maintenant, vous connaissez parfaitement ceux qui vous entourent et après, en fonction de choses qui... Oui, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais directeur d'établissement d'enseignement professionnel, un jour, j'ai une élève qui vient me voir et qui me signale que
une enseignante, donc c'était une dame de 55 ans, qui était professeure de physique-chimie, était en train de faire une correction d'un devoir qu'elle avait fait à des personnes qui étaient en BTS deuxième année, et que la personne, l'enseignante, disait que des bêtises, entre guillemets. En fait, l'élève, elle essayait de me dire que la prof, elle avait bu, qu'elle était ivre et qu'elle ne pouvait pas faire son cours. Mais elle n'osait pas me le dire en face, quoi, hein. Et c'était une élève qui était particulièrement brillante dans sa matière. Et quand elle me disait, la prof de physique-chimie, elle raconte des conneries dans sa correction, je pouvais y porter attention. Donc, j'ai laissé repartir l'élève et puis les jours suivants, je suis allé voir ce qui se passait dans la classe et puis j'ai pu me rendre compte effectivement que la personne buvait. Alors que à l'origine, vous dire qu'une dame de 55 ans qui est prof de maths physique puisse être ivre en donnant des cours, quand un élève vient vous dire ça, de prime abord, vous vous dites c'est pas possible. Et en fait, c'était vrai. Et 5 jours après, la personne était licenciée. Donc, voilà, c'est en fonction de la personne qui vous dénonce les faits, des fois, vous pouvez peut-être porter plus de crédit ou pas à la personne. Alors, vous avez des gens qui racontent toujours des bêtises ou autre. Donc, c'est vrai que de dénoncer, c'est délicat, mais pour autant, entre guillemets, laisser agir impunément des gens qui commettent des agressions sexuelles, c'est pas normal. Donc après, c'est chacun en son âme et conscience qui se dit, ben voilà, les faits qui m'ont été rapportés, je les juge délictueux ou c'est pas normal ou j'aimerais éclaircir les choses. Je pense que dans votre réflexion, c'est de vous dire, est-ce que les personnes concernées, si c'était ma fille, si c'était mon fils, est-ce que j'accepterais que mon fils subisse ou continue à vivre avec à ses côtés une personne qui a un tel comportement? À un moment donné, c'est un petit peu ce à quoi il faut penser. Et là encore, je vous dis, faire un signalement à l'adresse mail que vous trouverez dans le document que vous recevrez par Chloé, signal-sport au pluriel @sport.gouv.fr. C'est des signalements qui sont réalisés, qui vont déclencher une enquête administrative et qui va faire que, à la fin, non, il n'y a rien. Et puis, ou alors, au contraire, il y a une plainte qui a été déposée et puis derrière, il y a des sanctions qui arrivent. Ça, c'est sûr que ça pose problème, ça pose un cas de conscience. Il y a des gens qui dénoncent facilement, puis il y en a qui n'aiment pas dénoncer, ce que je respecte. C'est pas facile de faire le tri du vrai du faux, mais ce qui est important, c'est le bien-être des jeunes. Vous savez, la vie est tellement compliquée au sein des familles, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal en niveau scolaire et autres. Et il y a des jeunes qui sont nuls à l'école et leur seul moyen de pouvoir se faire une place dans la société, c'est le milieu sportif, parce que souvent, ils sont pas bons à l'école, mais ils sont excellents en sport. Et si vous avez à ce moment-là, au sein de votre association, quelqu'un qui vient les casser, les empêcher de s'épanouir ou au contraire les agresser sexuellement ou autre, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ne peuvent s'épanouir que par le biais du sport ou des associations sportives. Et si nous, de l'autre côté, les adultes, on a les comportements qui vont pas ou qui sont pas en adéquation et on coupe l'air sous le pied à ces jeunes, c'est dramatique. C'est pour ça Alors, que, pardon, oui, allez, il y avait je une voulais vous question. demander, si un jeune vient se confier à nous, voilà, et qui nous dit, mais je veux absolument pas que vous en parliez à mes parents, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Parce que bon, on a quand même, c'est un mineur. Est-ce qu'on doit, parce qu'il est venu nous voir, il nous a fait confiance, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le cas le plus difficile parce que souvent, un jeune qui ne veut pas qu'on en parle à ses parents, c'est qu'il y a un problème avec les parents. Mhm. Euh,
normalement, la règle, un gamin ou une gamine qui a un problème au sein d'une association sportive, la première personne à qui il devrait en parler, naturellement, c'est au sein de sa famille. S'il ne le fait pas et s'il vient vous voir en vous disant je ne veux pas que, c'est qu'il y a un problème avec la famille. Là encore, je vous invite à vous retourner à l'enfant bleu, au papillon, à la voix de l'enfant, qui vont pouvoir l'écouter et puis avec le psychologue savoir un petit peu ce qui se passe et puis tirer le vrai du faux pour savoir si moi, cela dit, un de mes gamins aura un problème dans une assoce et il viendrait pas m'en parler, ou l'assoce, elle est au courant puis elle viendrait pas m'en parler, je serais pas content. Mais je vous ai dit tout à l'heure que quand vous avez une victime, il faut l'écouter, il faut respecter ce qu'elle veut, mais pour autant, il ne faut pas rien faire. Certes, pas prévenir les parents tout de suite, mais mettre en contact ce jeune avec une association comme la Voix de l'Enfant, comme l'Enfant Bleu ou autre, pour que des professionnels puissent l'écouter, et puis eux sauront convaincre le gamin ou la gamine pour s'épancher auprès de ses parents, s'épancher auprès d'une autorité judiciaire ou administrative quelconque pour prendre en compte le problème qu'il dénonce. Et Eric, pour compléter un petit peu, il y a bien deux axes différents. C'est s'en préoccuper pour savoir, pour être sûr et être vigilant à ce qu'il ne se passe rien à l'intérieur du club. Mais là où aujourd'hui, nous, on est le plus confrontés, et c'est là où il faut que les clubs et les éducateurs en prennent conscience et se forment, c'est qu'aujourd'hui, c'est des 90% des problèmes, ils sont pas à l'intérieur de l'association. Par exemple, si là, le jeune, il dit qu'il veut pas en parler à ses parents, on a beaucoup, notamment, par exemple, de cas de harcèlement à l'école, qui peut ou pas se poursuivre dans le club, mais l'origine du problème, il n'est pas forcément à l'intérieur du club. Tous les cas familiaux, intrafamiliales. Et donc là, quand il dit qu'il veut, faut pas en parler à ses parents, effectivement, peut-être que le problème vient de là. Et pour répondre, Cathy, l'article 40, s'il y a danger pour l'enfant, l'article 40 nous met quand même dans l'obligation de signaler toute information qu'on pourrait avoir connaissance si un mineur est en danger. Et c'est une réaction immédiate. Donc c'est pas on en discute, on voit la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, on verra ce qu'on fait. C'est dès qu'on en a connaissance, on doit faire remonter les informations le plus rapidement possible. Donc effectivement, ça peut passer par Colosse, parce qu'ils accompagnent aussi dans les signalements, les procédures. Ça peut passer par les CTS de la Ligue ou les présidents directement qui déclenchent l'article 40. Je ne sais pas si tu veux redétailler peut-être un peu plus précisément sur l'article 40, Eric. L'article 40, attendez, je vais essayer de me le remettre. Il est ici, voilà. C'est toute autorité constituée, officier public ou autre, qui est dans l'exercice. Vous avez connaissance d'un crime ou d'un délit, mais faut être sûr qu'il y en a eu un, hein. Des fois, on peut vous dénoncer des faits qui, vous savez pas forcément si c'est avéré ou pas ou autre, ou bien susceptible d'eux. Et il faut en donner avis au procureur de la République ou de transmettre aux magistrats les PV qui sont relatifs, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est indispensable, mais c'est pour ça que sans aller jusque-là, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez un doute ou autre, c'est de mettre l'enfant en relation avec une association qui sera en capacité de pouvoir pas l'écouter mieux que vous, mais être capable de le faire parler par leurs mots à eux, avec leur expérience à eux, et d'essayer d'identifier au travers du comportement, de la communication gestuelle et autres du jeune ou de la jeune, pour se dire, ben voilà, il y a des faits qui sont graves ou plus ou moins graves, et il faut l'enlever du milieu dans lequel elle est, ou il se passe telle ou telle chose, et là, il faut prévenir ou le préfet ou le procureur de la République.
euh, vous n'êtes pas des professionnels de tout ça, mais en revanche, vous avez l'obligation de dénoncer et de faire prendre en compte la personne par des professionnels. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donnez-vous, prêchez par excès plutôt que par défaut avec une victime. Après, avec l'auteur potentiel, entre guillemets, bon, après, il peut y avoir des dénonciations calomnieuses ou autres, hein, donc ça, c'est des fois des choses qui arrivent. Hein. Et un coup, on a eu une affaire à traiter où une jeune voulait sortir avec son coach. Lui, il avait refusé, bien évidemment, et puis la jeune, alors qu'il s'était retrouvé seul pendant quelques minutes dans une pièce, a dénoncé le coach comme s'il avait tenté de lui faire une agression sexuelle, quoi. Donc, ça, ce sont des choses qui sont parfois prévisibles et on apprend des fois dans les formations, notamment au Colosse au pied d'argile, ils apprennent aux coachs à ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient les mettre, entre guillemets, en situation de c'est sa parole contre la mienne, quoi. Donc, maintenant, si vous avez un souci avec un jeune ou une jeune, en entretien en tête-à-tête dans une pièce où il n'y a pas de témoin et autres, ne vous mettez jamais de côté pour parler à quelqu'un, mettez-vous à plusieurs et autres. Comme ça, au moins, il y a comment dirais-je, plusieurs personnes qui peuvent témoigner, et ça, c'est super important. Par exemple, dans les entreprises américaines, les chefs d'entreprise ou les salariés ont une responsabilité civile de l'employeur, mais pour que la responsabilité civile marche, par exemple, ils ont interdiction de se retrouver seuls avec une personne de sexe opposé dans un ascenseur. Ils n'ont pas le droit de se retrouver seuls en tête à tête avec une personne de sexe opposé dans une pièce fermée, non vitrée, sans témoin et autres. Donc, tout ça pour dire que il faut pas se retrouver, il faut éviter de se retrouver en tête à tête, où là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre pour éviter telle ou telle chose. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais malheureusement, à un moment donné, c'est ce à quoi il faut penser, quoi. Même si j'emmène des jeunes avec moi en voiture, et s'ils sont deux ou trois, je les mets derrière, je les mets pas devant, et compagnie, des choses comme ça, quoi. Donc, Protégé. il faut se protéger, entre guillemets, quoi. Éviter des situations à risque. Et ça, le Colosse au pied d'argile, ils font des formations sur comment éviter les situations à risque pour ne pas que je me retrouve potentiellement dans des situations délicates dans lesquelles j'aurais du mal à me dépêtrer de telle ou telle dénonciation qui serait calomnieuse. Donc voilà, si on reprend un petit peu tout ça, comment dirais-je, pour un peu plus de tranquillité, moi je dirais, ou de, pas de tranquillité, je dirais de sérénité au sein de votre association, euh, je pense que de mettre un référent intégrité, violence sexuelle ou autre, verbale et autres, il y aurait un référent, ça serait plutôt une bonne chose. Je pense aussi à, dans une association sportive où je suis intervenu, c'était au sein du tennis. On avait un jeune qui se comportait pas très bien au sein d'un club et un jour, il est parti en formation au niveau de la, comment dirais-je, de la ligue sur Grenoble. Il était sur Chambéry, il est allé en entraînement à Grenoble. Et là, par bonheur, il y a eu un des encadrants qui a remarqué son comportement et qui lui a pas plu. Et il en a fait un signalement au club d'origine. Et c'est en signalant ce comportement-là que d'autres se sont rendus compte, tiens, bah ouais, effectivement, j'avais déjà vu ça chez nous ou autre. Et le jeune, comme il était sur Grenoble, il était plus sur Chambéry, il s'était un petit peu lâché et on a pu arrêter les comportements parce que il avait été repéré par quelqu'un de la Ligue. Alors peut-être que les gens au sein de la Ligue sont un petit peu plus habitués à déceler des comportements ou autres déviants ou autres, mais au sein des clubs, quand on a déjà des référents sur les comportements qui peuvent être déviants, c'est déjà une bonne chose. Et je vous dis, plus vous allez afficher au sein de l'ensemble de vos adhérents que
Au sein de votre structure, vous avez identifié clairement des personnes qui sont en responsabilité de telle ou telle thématique. Celui ou celle qui aurait des mauvaises intentions, quand il va s'apercevoir que vous avez mis en place des choses dans ce domaine-là, ça peut déjà éradiquer déjà pas mal de choses. Si vraiment vous avez un pervers dans votre équipe, ben, vous aurez du mal à éviter à ce qu'il soit. Mais si vous en avez un qui pourrait avoir des mauvaises intentions, mais qui s'aperçoit que dans votre structure, dans la hiérarchie, il y a des personnes qui sont chargées de ça et qui récoltent ou qui collectent les informations à ce sujet-là, je peux vous garantir que vous allez déjà diminuer fortement les mauvaises intentions des uns ou des autres. Par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire là-dessus, est-ce qu'il y a des choses qui appellent chez vous un besoin de renseignements complémentaires ou est-ce qu'éventuellement il y a un sujet que je n'aurais pas abordé qui vous serait intéressant? Le plus dur, c'est de poser la première question. Après, ça va toujours. Il y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de question bête. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'interroge sur obtenir une trace écrite, comme vous nous l'avez signalé tout à l'heure, notamment avec des jeunes. Vous avez parlé d'un mail éventuellement, donc les jeunes ne communiquent pas forcément par mail, mais pour se protéger effectivement d'une dénonciation calomnieuse, quel écrit on pourrait envisager d'obtenir pour que, à l'origine, on puisse dire, bah voilà, mon intervention a été justifiée de cette manière-là. Quand je disais de demander à la personne, je pensais pas aux jeunes par eux-mêmes, Oui, ok. mais quelqu'un vous dénonce, je sais pas moi, un parent d'un jeune, un bénévole qui a vu telle ou telle chose, ou quelqu'un qui a été témoin d'une altercation entre un encadrant ou un coach et puis un jeune ou autre, et qui vous dénonce des faits en mettant peut-être l'accent sur plus sur un tel qu'un tel. Dès lors que cette personne-là est majeure et qu'elle vous dit quelque chose, n'hésitez pas à lui demander un petit écrit parce que au moins un écrit, ça reste et votre réaction à vous ne sera pas sujette à interprétation de ce qu'on a pu vous dire. Elle sera sujette à l'écrit que vous avez sous les yeux. Voilà. Et on m'a fait part de ça. J'ai simplement demandé un écrit. Après, la personne vous dénonce ça et vous dit, bah, t'en fais ce que t'en veux, mais j'ai ça. Ça vous permettra d'avoir une petite trace écrite. Et si 15 jours après, vous avez une autre personne qui vient vous voir en disant, ah bah, tiens, l'autre jour, j'ai vu tel coach avec tel, bah, tiens, ça fait le deuxième écrit que j'ai vis-à-vis de tel coach pour des comportements, je sais pas moi, peut-être une remarque un petit peu trop vigoureuse ou un petit peu déplacée ou des choses comme ça. Ça vous permettra d'avoir une trace et puis même vous, dans votre tête, si vous dites, tiens, attends, ça remonte à quand? Si vous avez un écrit, ben, au moins, vous savez que à telle date et tout ça. Et au moins, si vous voulez, quand quelqu'un vous dénonce quelque chose, si vous le dit en parole, on peut balancer des trucs en l'air juste pour aiguiser votre sagacité ou autre. Mais si on l'écrit, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une trace. Et là, on se dit, plus tard, il pourra me dire, tiens, tu te rappelles, l'autre jour, tu m'avais dit ça et compagnie. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et ce sera peut-être à cause de moi, quoi. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, ça vous permet à vous, dans votre manière de réagir, d'avoir j'allais dire, dans le milieu pénal, quand on veut reprocher quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il y ait un élément légal. D'accord? Alors, j'assimilerais un petit peu cet écrit comme un élément légal. C'est-à-dire que, voilà, on vous a dénoncé quelque chose. Potentiellement, on vous dit, tiens, tel coach, l'autre jour, je l'ai vu avec trois jeunes, il leur en mettait une et tout ça. Rien ne vous empêche, vous, après, d'aller voir ce coach-là. Alors, comment ça se passe dans tes cours? Tu as des groupes qui sont un peu particuliers, tu as des soucis avec un tel ou un tel. Peut-être que lui, spontanément, va vous dire, bah, tiens, avec tel groupe, ouais, des fois, je suis obligé d'eux ou autre. Ou si vous dit rien et puis que vous avez vu quelque chose, ben, voilà. Peut-être que la personne, elle a bien vu, puis que la personne mise en cause, elle va vous en parler parce qu'elle a des soucis avec le jeune ou la jeune.
ou au contraire, il a un petit problème déviant de communication et qu'il faudrait le traiter. Voilà. Si c'est un adulte qui vous dénonce quelque chose ou qui vous fait part de quelque chose, demandez un écrit. Alors, quand je dis un écrit, c'est pas une lettre signée, machin, mais tiens, un petit mail, tiens, fais-moi le savoir par mail, et puis voilà. Comme ça vous donne un petit écrit, et ça vous donne pas plus de pouvoir, mais vous, au moins, vous aurez la réalité de ce qui est. C'est pas vous qui aurez interprété ces paroles, vous aurez un écrit qui dit que. C'est dans tout ça, essayez toujours, non pas de vous justifier, mais il faut que vous ayez une réaction. En tant que président et encadrant, on vous demande tout, hein. Vous devez tout savoir faire, vous devez tout savoir maîtriser, vous devez tout, et des fois, il n'y a pas beaucoup de monde pour vous aider, quoi. Donc, puis après, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un vous dénonce des faits qui sont pas réels. Et des fois, si vous demandez à la personne de vous envoyer le mail, puis que vous recevez jamais le mail, vous pouvez peut-être vous dire que, tiens, finalement, ce qu'il m'avait dit, c'était peut-être pas forcément. Donc, ça vous donne déjà une petite idée. Merci pour les précisions. En tout cas, Ouais. je vois bien l'intérêt d'avoir un écrit. Et pour y avoir été confronté, souvent, effectivement, les gens ne prennent pas leurs responsabilités, à C'est, savoir de confirmer les dires, voilà, ou les faits qu'ils ont pu on, constater. on est bien d'accord, hein, et souvent, c'est ça le problème, hein, quand on a Après, quand l'omerta tombe, entre guillemets, si on revient un peu en arrière, on s'aperçoit que ça dure depuis je ne sais combien de temps, mais soit la personne était très forte et arrivait, entre guillemets, à juguler un peu tout le monde pour que ça ne se sache pas, et souvent, ils sont très, très forts là-dessus. C'est vrai. Mais de l'autre côté, si ceux qui voient, observent, se taisent et ne disent rien, après, on peut pas reprocher à un président à qui on n'a jamais fait remonter des infos de ne pas avoir agi, hein. Mais pour autant, celui qui ramassera, entre guillemets, c'est le président, quoi. Malheureusement, c'est ça, quoi. Et puis, typiquement, c'est un point qui, je pense, va prendre de l'ampleur. Parce qu'on est beaucoup plus dans des générations cachées, masquées, qui n'assument pas spécialement, pour qui est facile avec les réseaux de pas être. Et on risque là où T'entends pas c'est très facile. bien, Nicolas. Mais Ouais. après, Ouais. Je me demandais si c'était moi, mais ouais, la personne qui vient de parler, là, j'ai pas Du bien coup, compris. tu Est-ce captes que, pas super bien. Hein. est-ce que c'est mieux du coup si je me rapproche? ah oui, Est-ce que Non, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que au sein de vos associations, vous rencontrez de temps en temps, en fonction de l'endroit où vous êtes, des membres de la gendarmerie nationale ou bien de la police nationale qui viennent vous rendre visite de temps en temps lors des entraînements, lors des compétitions, des choses comme ça? Est-ce que vous avez un référent auprès du commissariat ou bien auprès de la brigade de gendarmerie Non, que vous Non, je sais pouvez pas. contacter? Non. non. Après, c'est peut-être nous qui faisons pas la démarche, mais en tout cas, eux ne la font pas envers les structures. Mais c'est vrai que à voir. Enfin, oui, faudrait la aller les démarche est voir faite. pour savoir si Mm. c'est eux ils disent non ou enfin qui ait fait le premier pas en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Moi, Normalement, si je prends le cas, effectivement, est-ce que vous m'entendez mieux du coup? oui, oui, Oui. très là, bien. j'entends bien, là. Oui, oui. Ouais, ok. Ok, parfait. Non, effectivement, moi, nous, ça arrive, mais parce que il se trouve que dans le cadre de l'IDABO, il y a un des gymnases qui est dans un secteur géographique qui est déjà plus surveillé, donc il y a des échanges, mais qui sont hors contexte et qui sont pas des démarches issues effectivement des forces de l'ordre. Voilà, c'est plus lié à l'historique. Et voilà, on est dans le même cas, il n'y a pas de démarche proactive. Bien sûr. Un petit conseil que je peux vous donner également, alors je parlerai pour nous du commissariat de police parce que je connais pas les us et coutumes dans leurs unités, mais au niveau de la gendarmerie nationale, si un coup au sein de votre assos, vous avez un doute, il s'est passé telle ou telle chose, on vous a rapporté telle ou telle chose, puis vous vous dites,
est-ce que je dois intervenir ou pas? Vous pouvez très bien aller à la brigade de gendarmerie, demander à parler à un officier de police judiciaire et dire, voilà, au sein de mon assos, j'ai telle responsabilité, euh, il m'a été rapporté telle chose, et je ne sais pas si c'est répréhensible, est-ce que c'est condamnable ou autre, est-ce que je dois faire quelque chose? Et là, la personne, elle va être en capacité de vous dire, les faits dont vous me faites part, c'est répréhensible, c'est un délit, c'est un crime, il y a ci, il y a ça, et vous devez faire ci, vous devez faire ça. N'hésitez pas à le faire sans dire, voilà, je vais dénoncer, mais voilà, j'ai appris ça. Qu'est-ce que m'impose la loi? Est-ce que je dois faire quelque chose ou autre? Et là, au moins, vous aurez une réponse très précise. Sinon, signal sport, sinon, référent violence sexuelle au niveau de la préfecture et compagnie, ou pour prendre en compte la victime, les associations qui vont bien pour l'accompagner. On ne peut pas demander à un président de tout savoir, de tout maîtriser, d'être en capacité de pouvoir répondre à tout. Mais par contre, on pourra vous reprocher de ne pas vous être renseigné, de ne pas vous être encardé, de ne pas avoir su faire quelque chose. Voilà, vous ne pouvez pas tout savoir, mais maintenant, on a plein d'outils à notre disposition qui font que ben voilà, on va pouvoir aider les choses ou faire en sorte que les choses cessent le plus rapidement possible et surtout que la victime soit bien prise en charge. Ça, c'est super important. Après, une autre information, un coup, je sais que j'avais vu, ça c'était dans le nord de la France, dans une association, il y avait le meilleur joueur du club qui avait un comportement qui était absolument exécrable, qui harcelait tout le monde et compagnie. Et personne ne lui disait jamais rien parce que c'était l'élément clé de l'équipe. Et du coup, personne ne voulait, parce qu'il fallait l'empêcher de jouer ou autre, ou c'était l'élément clé. Et ça, quand il y a des cas de harcèlement, de violence sexuelle ou autre, que ça soit le meilleur joueur de l'équipe ou autre, on s'en fout, quelle que soit la personnalité, dès lors que le comportement est déviant, eh bien, il faut qu'il soit sanctionné au même titre que les autres, quand bien même c'est c'est le Mbappé du club ou autre, quoi. Il n'y a pas, au contraire, si c'est le meilleur joueur, il doit savoir que il a un devoir d'exemplarité et envers l'ensemble des membres du club pour se dire, voilà, je suis un bon sportif, mais j'ai l'image qui va avec, quoi. C'est pas, donc, c'est pas parce que c'est le meilleur joueur du club ou le meilleur entraîneur que pour autant j'ai le droit de me permettre certains comportements déviants, quoi. J'espère que j'ai pas jeté un froid en disant ça. Alors maintenant, tous les meilleurs joueurs n'ont pas forcément des comportements déviants, hein, on est bien d'accord, hein. Est-ce qu'il y en a au sein de vos associations respectives? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis en place des référents, violence, intégrité ou autre, ou il n'y a pas du tout ça au sein de votre structure? Moi, dans mon petit club, si, on a une personne qui s'occupe, qui est reconnue pour venir voir si des fois il y a des problèmes, quel que soit le problème. Voilà. D'accord. On n'a pas vraiment beaucoup de sollicitations, mais la personne est connue par l'ensemble des joueurs. Oui. Et comment vous l'avez nommé, Cathy, ce référent? Alors, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un référent, mais bon, c'est dans le bureau, on s'est dit, il faut absolument mettre quelques... Parce qu'on avait eu des problèmes enfin, des soucis entre joueurs, etc. Donc, on s'est dit, on va peut-être prendre cette possibilité-là, et pour les joueurs, et pour les parents, peut-être. Alors, c'est quelqu'un du bureau hein, qui s'est tout simplement dévoué. Et moi, je l'ai fait une année aussi. Hein, voilà. Et oui, les gens viennent, et je pense que c'est important de. Enfin, on n'a pas eu énormément de monde, mais enfin, il y Et en a de comment, temps en temps. comment au sein du club vous l'avez identifié justement pour qu'il soit connu des nouveaux joueurs ou des nouveaux dirigeants? Comment vous l'avez identifié cette personne? Alors nous, alors chaque année, en début d'année, le bureau, on va voir tout le monde, toutes les équipes. Et on se présente, parce que bon, il y a du mouvement, hein, il y a des jeunes qui arrivent, le bureau change.
Donc, toutes les années, en principe, c'est ce qu'on fait. On va voir les collectifs sur les entraînements et on se consacre un petit quart d'heure à se présenter et à présenter toute la structure et tout ce que nous pouvons mettre en place. Voilà. Beaucoup de travail en début d'année, mais je pense que ça paye parce que les gens, ils ont un visage, ils ont quelqu'un qui peut être reconnu si des fois il y a d'éventuels problèmes. Mais ça peut très bien être, pas forcément toujours des problèmes, hein, ça peut être des choses bien qui se passent dans les clubs. Mais c'est pas un référent comme vous nous disiez, Eric, hein, des référents violences sexuelles. C'était vraiment faire une approche, enfin qu'ils aient quelqu'un pour venir voir, pour parler, pour quoi que ce soit. Voilà. Bon, nous on est un petit club, on a 200 personnes, hein, c'est pas le gros club, hein, mais bon, je pense que c'est apprécié quand même. Voilà. Et est-ce qu'être identifié comme référent, puisqu'à la Ligue, il y a une commission aujourd'hui intégrité et éthique, Mhm. serait aidant? Parce que là, du coup, c'est quelque chose qui est identifié maintenant au niveau de la Ligue et de la Oui, fédération. oui. Oui, ben, oui, je pense, hein, oui. Oui. Tu veux dire qu'il faudrait que cette personne soit. Alors, moi, j'ai fait Je ne sais particulièrement. pas, est-ce que ça aiderait beaucoup Ça plus? pourrait aider, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, d'écouter les gens. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais naturellement dans mon travail puisque je fais partie des instances du personnel et les gens viennent beaucoup nous voir. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'est pas des professionnels et c'est très dur des fois d'écouter et de savoir ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ça aussi. Mm. On n'est pas des professionnels. Et puis c'est dur des fois d'entendre certaines choses. Hein. On n'est pas préparé à justement entendre des choses qui peuvent être dures et on ne sait pas toujours comment le prendre. Mais bon, nous, dans notre club, c'est pas forcément arrivé, hein, ce genre de choses. Hein. Mais voilà. Enfin, on a cette personne qui est référente et qui, voilà, donc il fait au mieux. Mais c'est certainement à mieux faire, bien sûr, je suis d'accord. Je pense que euh, la mise en place d'un référent, notamment en termes de violence sexuelle, ça devrait être quelque chose qui devrait être imposé parce que au moins on en aurait un par structure. Alors peut-être qu'il y a des petites structures, mais 200 personnes, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. Mais le fait d'avoir un référent, ça voudrait dire qu'il serait formé, donc il saurait écouter, il saurait repérer, il saurait traiter. Et je peux vous dire que au sein d'une structure aussi importante ou petite soit-elle, quand vous avez à côté de vous une personne qui maîtrise un peu mieux que vous tout ce domaine-là, ça serait vraiment un atout intéressant pour l'ensemble des membres de l'association. Oui, j'en suis Et que ce persuadée. soit les jeunes, les encadrants, le président et les parents, quoi, hein. Mm. Moi, je mettrais mon fils ou mon petit-fils dans une association où je sais que tout est encadré, tout est structuré et que chacun tient bien son rôle, je serais rassuré, quoi. Donc, je pense que tout le monde y gagnerait à mettre en place une personne comme ça. Alors, souvent, ça peut peut-être être du travail supplémentaire à la personne. Il faudrait qu'elle accepte d'aller se former et autres. Mais c'est comme dans tout, quoi. Se former, c'est investir, quoi. C'est perdre quelqu'un pendant un mois le temps de sa formation, mais derrière, elle va vous rapporter tellement en termes de sérénité au sein de la structure. Donc, je pense que la prochaine étape, ça devrait être ça. Ça devrait être la mise en place au sein de chaque pas fédération, mais il faut que cette personne-là, elle soit vraiment au contact des plus jeunes, quoi. Qu'il y ait des gens responsables au sein de la ligue et compagnie, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez des personnes qui maîtrisent un petit peu la détection des comportements déviants ou bien la détection des personnes qui sont victimes de quelque chose, qui n'osent jamais le dire, mais des fois, il y a des signes qui alertent très bien sur des comportements et on arrive à identifier, tiens, même si elle nous a rien dit, le fait qu'elle se comporte de telle et telle manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Après, est-ce que ça se passe au sein de votre structure ou bien au sein de la cellule familiale ou bien au sein du milieu scolaire? Ça, c'est pas évident, mais si vous avez déjà quelqu'un qui est capable de s'assurer que tout se passe bien au sein de votre structure, vous allez obtenir une sérénité qui va être vraiment
qui va vous amener un confort très important. Alors c'est sûr, mais vous avez touché un problème profond de toute l'association, c'est la mobilisation des gens, hein. Mm. C'est du bénévolat, c'est des formations à faire, et c'est ça le problème en fait. C'est qu'on aimerait faire plus, mais on n'a pas justement ce moyen humain qu'il nous faudrait et qu'on n'a pas forcément. Mm. C'est un gros problème. C'est sûr, c'est pas évident. Mais par contre, je vous rassure, le jour où il y aura un problème au sein de votre structure, ce que je ne souhaite absolument pas, vous verrez que ces mêmes personnes qui s'en intéressent pas là viendront vous tomber dessus en vous Ah, disant mais qu'est-ce que c'est de ce bazar, comment ça se fait que et compagnie. Et bien sûr. On va peut-être faire un petit point final sur l'intervention. Eric, un grand merci pour cette intervention. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. oui, très très Problème de bien, connexion. très très bien. Merci à tous ceux qui sont connectés. Du coup, Chloé, tu expliquais que c'était enregistré, le webinaire pourrait être disponible pour ceux qui étaient déjà pris par ailleurs. Et puis, s'il y a des questions qui vous arrivent sur le tard, n'hésitez pas à les faire remonter à Chloé. On pourra les faire passer à Eric Viro sans problème. Sans problème. Eric m'a aidé, je l'ai mobilisé moi pour rédiger un outil, une petite fiche sur les notions de déontologie qu'on utilise en ce moment pour les élus et les salariés de la Ligue et les membres des commissions. Donc, c'est une source qui est disponible et qui est toujours prête à venir compléter les informations. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment un point de ressource. Passez tous une bonne soirée. On reviendra vers vous ultérieurement Merci. avec d'autres webinaires. Tu as peut-être un petit mot aussi, Chloé, tu voulais peut-être compléter. Non, pas spécialement. Je vous enverrai tous les comptes rendus dans les jours à venir, là, avec le lien pour le replay. Sur le prochain webinaire, c'est pas encore complètement calé, mais avec Stéphanie, on est en échange là. On aimerait peut-être ne pas faire intervenir quelqu'un, mais aborder les notions de déontologie dont Stéphanie vient de parler, qui a été travaillée à la Ligue et échanger, finaliser, acter une fiche de mission en lien avec la réunion qu'on a pu faire à Lyon, avancer concrètement voilà, dessus. Donc voilà, ça c'est une des possibilités. Et comme je vous l'ai dit et je vous le redis, si jamais vous voulez qu'on fasse, qu'on aborde des thématiques particulières, qu'on fasse venir des experts en particulier, n'hésitez pas à proposer. On est ouvert à toute thématique qui pourrait se rattacher à l'éthique et à l'intégrité. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en fonction de vos besoins s'il y a des thématiques prioritaires qui pourraient ressortir par rapport à ça, tout en sachant que la laïcité est déjà calée au mois de juin. Voilà. Vous avez des Merci beaucoup, Merci à Eric, dans tous les tous. cas. Merci. C'était avec plaisir. Eric pour son intervention. Au revoir. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, une bonne soirée. Bonne soirée à tous.